Et si les couleurs disparaissaient? L'hypothèse romanesque du roman Apparaître du designer Jean-Gabriel Causse avec nous dans un instant. Europe 1. Vous retrouvez David Abiker, c'est arrivé demain sur Europe 1. À l'occasion de la Paris Design Week, mais surtout parce qu'il publie mercredi Les crayons de couleur, je reçois ce matin un homme qui, dans son nouveau roman, fait de la sauvegarde des couleurs une grande cause mondiale, une cause internationale. Bonjour Jean-Gabriel Causse. Bonjour David, enchanté. Vous êtes designer, vous aviez publié il y a 3 ans L'étonnant pouvoir des couleurs, un immense succès de librairie. Dans Les crayons de couleur, qui paraît chez Flammarion dans 3 jours, vous imaginez un monde où peu à peu disparaissent les couleurs, un peu comme disparaissent les oiseaux ou les écosystèmes. Vos héros partent à la recherche de ces couleurs. Un mot d'abord sur votre passion et sur ce sujet. Vous récidivez sur la couleur. Pourquoi ça vous tient au corps comme ça ? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que la couleur est en train de disparaître de notre monde. En Occident, depuis une 30aine d'années, la couleur disparaît. On ne se rend pas vraiment compte parce que c'est très insidieux. Mais prenez les voitures par exemple. Imaginez celle de Cuba, vous voyez ces couleurs. Sachez qu'à Paris, dans les années 50 ou 60, on avait exactement les mêmes couleurs. 3 voitures sur 4 étaient colorées. Oui, mais à Cuba, c'est des voitures qui datent des années 50 et ils en ont pas toujours des neuves, alors que chez nous, c'est renouvelé. C'est pour ça, et on les renouvelle avec malheureusement des couleurs noires, grises, blanches. Plus d'une voiture sur 2 aujourd'hui dans le monde est blanche. Comment vous expliquez ça? On veut pas se faire remarquer, c'est l'individualisme, les gens n'osent pas revendiquer ou se faire plaisir, comme des enfants qui choisissent une couleur quand ils jouent? Alors j'ose espérer que ce n'est qu'un phénomène de mode qui nous concerne nous. Parce que si vous regardez l'humanité dans son ensemble aujourd'hui, les couleurs sont absolument partout. Alors on va partir les chasser, les couleurs, mais avant ça il faut parler de ce roman qui sort dans 3 jours, avec un point de départ amusant. Comme un incident écologique, les couleurs disparaissent petit à petit, elles sont menacées de disparition. Et vos 2 héros partent à leur recherche. Et parmi ces 2 héros, il y a une jeune femme qui est aveugle. Pourquoi vous avez choisi une héroïne aveugle ? Alors, pour plusieurs raisons. La couleur, d'abord, c'est une illusion. La couleur n'existe pas, c'est notre cerveau qui interprète ça de cette manière, mais vous ne voyez pas les mêmes couleurs que moi, on voit tous les deux encore moins les mêmes couleurs que les femmes, qui les voient beaucoup plus froides, on ne voit pas du tout les mêmes couleurs que les animaux, par exemple, à part quelques papillons et musaraignes, chaque animal a sa propre vision des couleurs, donc c'est une illusion. Donc, une aveugle ne se fait pas avoir par cette illusion, donc elle peut en parler de façon beaucoup plus objective. Vous avez pris le parti d'ailleurs de faire traduire le livre, avec le soutien de Flammarion, vous avez fait traduire le livre en braille, c'est-à-dire qu'il sort en caractère d'imprimerie noir sur blanc, mais il sort aussi en braille, ça c'est une victoire pour vous? Ah, je suis très fier de ça, il est sorti en avant-première même en braille il y a une 15aine de jours, parce que moi je trouve formidable de montrer ces personnes qui ont leurs 4 autres sens beaucoup plus développés que nous. Et ces personnes-là ont une perception de la couleur qui est extraordinaire. Quand vous parlez avec un aveugle de naissance de l'eau, par exemple, c'est transparent, mais pourquoi est-ce que la mer est bleue? Le vin peut être blanc, mais pourtant il est en fait jaune et il n'a pas la couleur du lait, etc. Donc comment les non-voyants peuvent imaginer les couleurs qu'ils n'ont jamais vues, c'est absolument extraordinaire. Jean-Gabriel Causse, votre livre a une particularité, c'est que quand on l'achète, on nous offre en même temps des crayons de couleur pour colorier la couverture. D'ailleurs, les cahiers de coloriage sont devenus quelque chose qui ne concerne pas que les petits. Pourquoi ce phénomène de société autour du coloriage ? Parce que, en fait, mon livre parle de toutes les couleurs, mais j'ai envie que vous mettiez les couleurs que vous aimez. Donc, vous allez pouvoir vous approprier la couverture en crayonnant la couverture. Donc, c'est vrai que c'est une couverture noir et blanc avec une petite touche de rose, une petite touche de bleu. Mais ça devient votre objet, ça devient, je l'espère, votre compagnon de l'hiver. Parce que voilà, c'est le livre pour vous accompagner dans la grisaille qui s'annonce avec l'hiver. Alors, justement, ces couleurs dans le roman, elles sont très, très présentes, même si elles disparaissent et que c'est la trame dramatique, la disparition de ces couleurs. Mais c'est aussi les relations. Les couleurs fabriquent dans les relations et dans les émotions entre les gens des interactions qui sont celles de la vie, mais c'est celles qui sont dans votre livre. Oui, c'est le pouvoir d'influence de la couleur que l'on imagine que très peu. En fait, c'est les neurosciences qui nous montrent ça de façon évidente. Je vous donne un exemple. Prenez du rose. Vous regardez une carte rose. Vous allez activer énormément de zones dans votre cerveau, un petit peu partout. On est au début des neurosciences, on comprend pas très bien ce que ça veut dire. Mais si vous regardez la photo d'un enfant qui sourit, donc une photo de bonheur, vous allez activer exactement les mêmes zones de votre cerveau. Donc l'expression « voir la vie en rose » s'appuie sur une réalité prouvée par les scientifiques. Donc voir du rose, ça vous fait du bien. On va prendre un cas que j'ai en face de moi. Vous êtes arrivé dans ce studio avec une veste grise, vous avez un t-shirt fraise écrasé avec dessus des glaces, des cônes de glace imprimés. Et moi je suis en bleu, c'est un peu la couleur de l'ordre, le bleu. Mais vous avec ce rose écrasé, vous exprimez quoi? Et vous me suggérez quoi?
Ben, je vous suggère justement une joie de vivre et honnêtement, c'est un petit peu, j'aime bien porter cette couleur et elle me fait du bien. Je me rends compte les jours où je m'habille en rose, ça me met de bonne humeur et ça rayonne et je crois que même les personnes que je rencontre, ça les fait. Après, j'allais dire sourire, c'est peut-être un peu fort, mais je pense que l'attitude, justement, il y a une connivence qui se crée grâce à cette couleur. Comment vous expliquez ce pâlissement du monde ou ce noircissement du monde? Je pense honnêtement que c'est pas le monde, que c'est l'Occident et que c'est une mode. J'ose espérer cela et c'est vraiment mon credo de dire aux gens portez de la couleur, vivez dans de la couleur, elle vous fait du bien parce que encore aujourd'hui, heureusement, 2 humains sur 3 sont dans la couleur en Inde. Holi Festival, etc., en Amérique latine. Qu'est-ce qui se passe en Inde? Il y a une fête de la couleur, il y a une fête des pigments. On voit souvent des photos de ces femmes indiennes avec leurs saris de toutes les couleurs. La couleur est plus célébrée dans certaines civilisations. Ils célèbrent la couleur en s'envoyant de façon presque religieuse la couleur au visage. Ils ont besoin de couleur. Vous avez des mouvements un peu similaires, d'ailleurs même en Afrique, où la couleur est très très présente et très importante. Il n'y a que chez nous où cette couleur, malheureusement, n'est pas aussi célébrée que ce qu'elle devrait être. Comment vous expliquez que quand quelqu'un se pointe au bureau ou dans une fête familiale et qu'il a mis des chaussures rouges, qu'il a une cravate jaune, on dit, dis donc, ça clignote, sapin de Noël, ça pique les yeux, on lui dit. Parce que malheureusement, il est le seul. Il y a 30 ans, regardez les années 70, celui qui était habillé en noir, tout le monde disait, mais qu'est-ce qu'il y a, t'es en deuil ou quoi? Tout le monde était en couleur. Mais aujourd'hui, il y a tellement peu de monde en couleur qu'il faut oser, faut assumer le fait de porter de la couleur. On en a tellement besoin quand même que les femmes, par exemple, remettre de la couleur en accessoires. Elles vont pas hésiter à mettre des rouges à lèvres avec des couleurs assez nouvelles. Les vernis à ongles, c'est la même chose. Les chaussures aussi. Donc, on peut pas dire il y a une couleur qui me va et les autres ne me vont pas. Il y a des jours où on est de bonne humeur. Typiquement, on a envie de mettre du rose. Il y a des jours où on est un peu énervé et là, des couleurs comme le bleu ou le vert vont vous calmer, vont vous faire du bien. Et surtout, ne pas suivre la mode. C'est-à-dire que quand vous suivez la mode, vous mettez les couleurs que d'autres vous ont imposées. Quand vous ouvrez votre armoire en vous disant dans quoi je me sentirais bien aujourd'hui, vous vous écoutez vous-même et c'est les couleurs qu'il faut privilégier. Est-ce qu'on peut ne pas comprendre ces gens qui disent la couleur c'est le symbole d'une société qui est trop vendeuse? Par exemple, dans l'alimentation, les colorants, quand un aliment est trop coloré, tout de suite on soupçonne des manipulations. Est-ce que la couleur n'est pas devenue aussi le symbole d'une société de surconsommation avec laquelle on veut prendre ses distances en voulant renouer avec des couleurs naturelles qui sont peut-être pas aussi éclatantes? Oui, c'est vrai, mais en même temps, la couleur crée l'appétit, c'est-à-dire que quand vous avez des belles couleurs, ça vous donne faim. Tous les grands cuisiniers travaillent énormément l'ambiance chromatique, comme on dit, de leur assiette pour que ce soit le plus appétissant possible. On a besoin de couleurs. Et pour revenir sur ces colorants, on est capable aujourd'hui de faire des colorants naturels très colorés qui sont intéressants parce que ça donne le sentiment que l'aliment est plus sucré. Donc pour les enfants, par exemple, de mettre des produits très colorés, ça peut permettre de diminuer les teneurs en sucre, ce qui serait bien. Le colorant peut être une bonne façon de réduire les sucres. Quand vous mettez de la couleur sur les murs des hôpitaux, les patients n'ont pas l'impression d'être à l'hôpital, ils ne sont pas dans du blanc qui est un peu la couleur de la mort, puisque même notre paradis est blanc. Ils sont dans de la couleur, ils sont dans de la vie. Donc tout le monde aime la couleur, tout le monde en a peur, mais il faut oser. Et je vous garantis, faites-vous confiance et vous trouverez les bonnes couleurs. C'est quoi la tendance de demain? Les couleurs vont revenir, on va se les réapproprier, elles vont nous servir à nouveau davantage? Alors, je l'espère pour demain, mais j'en suis pas sûr. Par contre, je suis certain qu'elles reviendront dans le futur un peu lointain, celui où on va vouloir conquérir d'autres planètes, parce que toutes les études le montrent, et la NASA travaille là-dessus, c'est-à-dire que dans les vaisseaux spatiaux, on aura toutes les couleurs qui vont changer tous les jours pour reproduire un petit peu le rythme de la nature, avec des levées de soleil, des couchers de soleil, donc des couleurs plus ou moins froides selon le moment de la journée, et des murs qui vont changer de couleur en permanence pour créer cette diversité, qu'on ne se lasse pas d'une seule couleur. Et pour pas dérégler les humeurs des spationautes, j'imagine. Exactement. Et pour que chacun, selon sa culture, puisse avoir les couleurs qui lui font du bien et qu'il s'approprie. Jean-Gabriel Causse, merci. Merci à vous, David Abiker. Les crayons de couleur, roman qui paraît mercredi. Vous pouvez colorier la couverture, évidemment, parce qu'il y a des petits crayons de couleur qui l'accompagnent. Mais surtout, il faut le lire pour démarrer votre éducation à la couleur ou la perfectionner. Et je rappelle que ce livre, édité par Flammarion, est également paru en braille. Merci.